C'est une histoire banale, mais qui reste émouvante. Le concours de circonstances a mal fignolé ma tourmente. En fait, c'est ce que je me dis. Comment expliquer que je me retrouve dans cette situation où l'inédit a fait de moi sa promise, moi, fils de roturier, dont la vie dépend de la psyché d'un aristocrate fortement mal luné. Alors, que s'est-il passé? Mon quotidien consiste à labourer la terre des autres à longueur de journée. Comment me suis-je donc retrouvé dans cette situation où vous m'avez lancé ce regard et que je l'ai constaté? Oui, je l'ai remarqué. Vos yeux sont d'une brillance à aveugler n'importe quel roturier présent sur ce chantier. Mais alors, pourquoi moi? Je suis d'un ordinaire quelconque et en plus, j'ai perdu la foi. Donc pourquoi le concours de circonstances a fait ce choix? Aucune réponse obtenue. J'entends juste ma voix en écho s'éloigner vers le clair de lune. Et je comprends que je suis solo. Dans la compréhension de cette situation où je suis clairement tombé sous le charme d'une aristocrate qui ne me remarquera jamais. Dans tout ce vacarme, je n'ai quand même pas rêvé. Je l'ai vu longuement me regarder, son regard me semblait destiné. Elle était peut-être perdue dans ses pensées. Drôle de coïncidence. Je décide néanmoins d'ignorer cette pseudo-évidence et de me rendre enfin à l'évidence. C'est impossible qu'une femme comme elle puisse me regarder. Je fais enfin preuve de clairvoyance. Ah, je suis éreinté. Suis-je vraiment condamné à labourer des terres tout le long de ma mortalité? Je ne sais plus trop quoi penser. Je regarde les seaux que mon dur labeur a remplis de sueur et ce n'est pas près de s'arrêter, ce qui me fait réaliser que je suis en train de crever, ma santé risque de me lâcher. Mais que puis-je faire d'autre de mes journées, ce quotidien d'ouvrier qui est le mien et l'héritage que m'a laissé mes ancêtres? Et je ne peux le renier. Sapristi, quelle odieuse temporalité, ma mentalité en complicité avec mes pensées, ont fait de moi un ouvrier frustré de sa condition mais qui ne daigne envisager de la changer car esclave de sa mentalité. Perdu donc dans mes pensées, j'entends une voix qui semble féminine me saluer et je me retourne pour regarder. Suis-je en train de rêver? Je vois devant moi la femme avec qui plutôt un regard était pseudo-échangé. Ma gorge se sèche et ma langue se noue. Donc je me mets à bégayer. Je lui réponds tant bien que mal et avec sa douce voix elle me dit de ne pas stresser. Je ne sais plus où mettre, je ne me suis jamais retrouvé aussi proche d'une femme de mon existence, qui plus est une aristocrate d'une telle beauté. Ai-je fait une bourde, lui ai-je demandé. Non, m'a-t-elle répondu, vous n'avez commis aucune faute. Soyez-en rassurés, j'ai pris mon courage à deux mains pour venir vous parler, car je pense que vous me plaisez, et je dois vous avouer que je suis assez gêné de vous tenir ces propos. Je ne sais pas s'il est de coutume d'ainsi procéder. Pardonnez mon manque d'expérience, je suis enfermé à longueur de journée dans ce palais doré qui m'étouffe, donc je ne suis pas très souvent confronté aux membres de la société. Je vous prie donc d'excuser mon impétuosité. Suis-je en train d'halluciner? Ai-je bien compris ce que cette femme vient d'insinuer? S'agit-il d'un piège? Peut-être que par ennui ces bourgeois décident de jouer à des jeux hasardeux dont les cobayes sont de pauvres roturiers. J'ai déjà entendu parler de ce genre de pratique, mais suis-je vraiment au cœur de ce genre de thématique? Elle poursuit en s'excusant davantage. Elle dit regretter de m'avoir mis dans l'embarras. Elle me dit d'oublier ce qui vient de se passer. Elle dit que ça lui apprendra. La prochaine fois, elle s'abstiendra. Je trouve enfin le courage de placer un mot. Et la seule chose que je trouve à dire, c'est que je n'arrive pas à trouver les mots. Vous me prenez au dépourvu, madame. Je n'ai pas l'habitude de parler aux gens, ce qui fait que j'ai du mal à répondre de façon efficiente. En plus, vous êtes la fille de mon employeur et le simple fait de vous parler
peut déclencher sa fureur. Elle reprend la parole en me disant qu'elle comprend ma réticence, qu'elle s'est permise de venir me parler au vu de l'évidence qu'elle a cru constater avec ce regard insistant qu'on a échangé, et si elle s'est fourvoyée, qu'elle me prie de l'excuser. Je lui réponds que je pensais avoir imaginé ce délicieux regard qu'on a échangé. Je suis donc rassuré, je ne suis pas fou. On s'est bien longuement observé. Cet événement s'est inscrit dans une réelle temporalité. Elle me dit de ne pas m'inquiéter pour son père, qu'on se verra en cachette, et que si je veux bien la laisser faire, qu'elle nous organisera un premier rendez-vous loin de ces terres où l'inégalité sociale et l'esclavage règnent en maître. Je trouve l'idée alléchante avec une pointe de dissidence. J'ai l'impression qu'au-delà de mon attirance pour elle, je pourrais enfin sortir du silence et enfin m'exprimer sur la vacuité de mon existence. Alors je lui dis oui, sans la laisser être plus insistante. Je rajoute également qu'il vaudrait mieux qu'on arrête de se parler pour l'instant, car on ne sait pas qui de ces yeux aux allures évasives pourrait être malveillant. Que vient-il de se passer? Ai-je vraiment échangé avec une dame hautement bien éduquée? Je suis toujours éberlué, j'ai l'impression d'être sur un nuage et donc de flotter. Quelques mois se passent, l'éphéméride sera bientôt à court de feuilles. Les hirondelles que j'aperçois au loin annoncent la nouvelle saison. Et pour la première fois, je le remarque, je sens l'odeur de ces douces feuilles qui nous camouflent lors de nos rencontres de fortune teintées de déraison. Ce soir, je ressens quelque chose de particulier. Vous me tenez la main comme à l'accoutumée. On refait le monde en pointant du doigt les injustices de notre société. Il n'y a pas de nouveauté, alors pourquoi je semble tout à coup peiné? Je prends la parole en vous rappelant ma condition de roturier. Faut-il continuer cette idylle insensée, sachant que je n'ai rien à vous apporter? Ma bourse se vide au quotidien, je n'ai aucune épargne et seulement le droit de respirer le même air que vous dans un si bel endroit. Elle me répond avec véhémence et tristesse. Vous êtes l'homme le plus travailleur et plus courageux que je connaisse. Vous valez 1000 fois mieux que tous les prétendants que mon père me présente lors de ses soirées d'ivresse. Vous êtes certes roturier aujourd'hui, mais vous ne le resterez pas toute votre vie. Je crois en vous, on brisera ensemble ce plafond de verre. Mais quelle ignominie! Je refuse de vous laisser dire ce genre de choses. Vous êtes celui que mon cœur a choisi. Toutes les fibres de mon corps vous ont prêté allégeance et j'en suis somptueusement ravi. N'ayez aucune crainte, les difficultés deviennent surmontables. Tant qu'on reste unis, qu'ai-je fait pour la mériter? Plus je l'écoute et plus j'ai de l'espoir. Je suis heureux et je vois la vie en rose à ses côtés. C'est ce qu'on ressent quand on est amoureux, n'est-ce pas? Ses lèvres se posent sur les miennes. Ce n'est certes pas la première fois, mais c'est une expérience nouvelle et délicieuse. À chaque fois, on se touche délicatement, caresse et bisous dans le cou. Le moment semble être propice. On s'embrasse, on se fait l'amour. C'est notre première fois à tous les deux. J'espère que je ne vous ai pas fait mal, ma chère Dulcinée. Elle rétorque avec douceur. Vous avez été parfait, tendre, généreux et attentionné. Je n'aurais jamais imaginé un meilleur déflorage. Je tiens donc à vous remercier de faire partie de ma vie et de m'apporter autant de bonheur et de sérénité. Et pour votre information, jamais vous ne me ferez mal, car vous respirez la bonté. C'est justement pour cette raison que je vous ai choisi. Je tiens également à vous annoncer
que je vous aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà, mon cœur a parlé. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai l'impression que c'est un rêve et je n'ai pas envie de me réveiller. Qui aurait prédit qu'un roturier aurait droit au bonheur? Ce sont des choses que je ne vois qu'à la télé. J'ouvre la bouche et je m'apprête à lui répondre quand soudainement je me retrouve plaqué au sol. Ma Dulcinée se met à crier: ne lui faites pas de mal, de quel droit vous le traitez de la sorte? Mais rien n'y fit, je suis roué de coups et ensuite transporté dans une cour de justice où le père de ma Dulcinée semble devoir présider. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Le président m'accuse de haute trahison et d'avoir commis une iniquité. Il estime qu'en plus d'avoir souillé sa fille, j'ai sciemment franchi les limites de ma condition de roturier. Je suis donc condamné à la peine la plus sévère qu'un homme en quête de sang peut infliger. Le bourreau se saisit de moi et m'accompagne à l'échafaud. Avec un air enjoué, à quatre pattes face à mon destin, j'entends ma Dulcinée hurler de terreur car elle sait ce qui va se passer. À quoi est-ce que je pense? Je me demande ce qui se passe après la mort vu que c'est clairement un sujet d'actualité. Je suis quand même ravi, j'ai pu connaître le bonheur, même si ça n'a pas vraiment duré. Le vent souffle à compte courant, je le sens caresser mes joues. Le couperet de la guillotine tombe en se posant délicatement sur mon cou. Le moment semble suspendu, j'entends les oiseaux chanter. Cette mélodie est douce à mes oreilles qui semblent ensanglanter. Ma tête se sépare de mon corps et suite à un vol plané, vient se poser dans les mains de ma Dulcinée, un peu comme si tout ça était prédestiné. Je la regarde dans les yeux, sa tristesse, sa colère et sa culpabilité brillent de mille feux. J'ai juste le temps de lui dire je vous aime aussi avant l'extinction des feux.